Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité en Mauritanie. Ils sont toujours 5, dont le président Mohamed Ould Abdelaziz a brigué la magistrature suprême et ils n'ont plus que 2 jours pour battre campagne. Industrialiser le continent, une condition sine qua non à son développement et qui passe inévitablement par la construction d'infrastructures. Leur financement a été au cœur du sommet de Dakar. Les pêcheurs artisanaux des côtes de Mabunda en Angola dans la tourmente, l'éloignement des poissons des côtes, mais aussi la concurrence rend de plus en plus difficile leur activité. Mais tout d'abord, les mouvements armés du nord du Mali prêts à s'engager dans un dialogue avec Bamako. C'est ce qu'a assuré le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, à l'issue d'une réunion de 6 pays du Sahel en Algérie, consacrée à la paix et à la stabilité dans la région. Le processus de négociation entre les indépendantistes du Nord et le pouvoir malien doivent se poursuivre au mois de juillet, toujours en Algérie. En Mauritanie, les candidats à l'élection présidentielle ont bientôt fini de sillonner le pays. La campagne électorale prend fin. En effet, ce jeudi, il ne reste plus que 2 jours, donc aux 5 prétendants pour fédérer autour de leur programme un maximum d'électeurs. Certains d'entre eux ont par ailleurs dénoncé des irrégularités et ont même saisi la CENI. Reportage de notre envoyé spécial, Franck Noudofine. 2 jours avant la fin de la campagne électorale en Mauritanie, c'est l'heure du bilan pour les partis politiques présents dans la course présidentielle. Les 5 candidats ont pour la plupart sillonné les grandes villes du pays afin de faire part de leur vision pour les 5 prochaines années. Le parti au pouvoir a exposé ses réalisations au cours du dernier quinquennat. Les 4 autres candidats ont dénoncé ce bilan et fait part de leurs projets pour la Mauritanie. On est en plein tout droit vers les opérations électorales proprement dites. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire nos représentants dans tous les bureaux d'une manière systématique. C'est la prise en main du spécimen du vote le jour J et surtout l'encadrement du citoyen et la sensibilisation sur le comment voter et la place et l'emplacement de notre candidat sur la liste, sur le bulletin unique. À Nouakchott, la capitale politique, la campagne électorale a également porté ses fruits. Sous les tentes les soirs ou lors des meetings, chaque parti politique fait part de sa vision pour la Mauritanie. Même beaucoup d'observateurs ont déploré l'absence de véritable débat d'idées à travers cette campagne électorale. En Mauritanie, nous sommes en démocratie depuis plus de 20 ans. Mais malheureusement, beaucoup de facteurs empêchent l'émergence d'une véritable opinion publique nationale capable de peser sur les scrutins. Nous avons un président qui est là, qui est au pouvoir, qui a sa clientèle, qui a sa cour, qui a ses partisans, qui a ce qu'on appelle ici les applaudisseurs. La Commission électorale nationale indépendante, organe en charge de l'organisation du scrutin, est montée au créneau, elle aussi, pour dénoncer certaines irrégularités dont ont fait part les représentants de certains candidats. Ces derniers jours, des représentants de candidats aux prochaines élections présidentielles ont saisi la Commission électorale nationale indépendante au sujet d'informations faisant état de l'achat de cartes d'électeurs par certains de leurs concurrents, sans préjuger de la portée de ces accusations ni de l'autorité ayant compétence pour les traiter en fonction du caractère juridique des faits relevés. La CENI déplore vivement tout acte ou comportement qui prive l'électeur de l'exercice de son droit de vote à travers les urnes, finalité de l'opération électorale dans son ensemble. Le scrutin présidentiel en Mauritanie a lieu samedi 21 juin prochain. Environ 1 400 000 électeurs sont attendus aux urnes. Vers un retour à la stabilité en Centrafrique, les milices rivales responsables des violences dans le pays, à savoir les ex-Seleka et les milices anti-Balaka, acceptent le principe d'une médiation. Les 2 parties ont signé ce lundi un accord en ce sens à Bangui, la capitale centrafricaine. Prochaine étape de ce processus de réconciliation, la mise en place d'un comité mixte de réflexion. Le Kenya, encore la cible malheureusement des milices Shebab depuis que le pays a déployé des hommes en Somalie pour lutter contre ces terroristes. Le territoire kényan est en proie à l'insécurité. Les Shebab ont en effet revendiqué ce lundi une nouvelle attaque et qui a eu lieu cette fois-ci à Mpeketoni, ville côtière du pays. L'attentat a fait près de 50 morts. Florencia Saint-Poré. Le Kenya a décrété zone de guerre par les terroristes Al-Shebab. Les islamistes somaliens ont revendiqué lundi l'attentat qui a causé 49 morts à Mpeketoni, au Kenya. Les Shebab liés au groupe terroriste Al-Qaïda ont affirmé que cette attaque était une réponse à la répression brutale des musulmans au sein du territoire kényan. Aux touristes qui visitent le Kenya, nous disons donc le Kenya est désormais officiellement une zone de guerre.
et ceux qui se rendent dans le pays le font à leur risque et péril. Les étrangers, par souci de sécurité, devraient rester loin du Kenya ou subir les amères conséquences de leur folie. Vous êtes prévenus. À cette nouvelle attaque terroriste, le gouvernement kenyan a immédiatement répondu en condamnant les actes de haine et déclaré l'état d'urgence. Un dispositif de sécurité renforcé a été annoncé à travers le pays. La ligne rouge a été franchie et la sécurité a été renforcée à travers le pays. Les coupables de ces actes devront rendre des comptes. Depuis l'entrée de l'armée kenyane en Somalie pour lutter contre les attaques terroristes des islamistes Al-Shabaab en 2011, la tension n'a cessé de s'intensifier. Le Kenya a été visé par de nombreux attentats, notamment sur la côte de l'océan Indien et sur les infrastructures touristiques par le groupe terroriste. Le raid contre la localité de Mpeketoni ce lundi est l'attaque la plus violente depuis l'assaut du centre commercial de Westgate de Nairobi en septembre 2013. Les infrastructures sont essentielles au développement et à la transformation du continent. Le sommet de Dakar sur le financement des projets infrastructurels appelle donc à la contribution du secteur privé, un secteur qui, avec les gouvernements et les organisations sous-régionales, est capable d'industrialiser à haute échelle le continent africain. Reportage de notre correspondant Serge Kofi. Réaliser des infrastructures pour l'émergence du continent, c'est l'objectif de l'Union africaine et du NEPAD en vue de l'industrialisation de l'Afrique. Lors du sommet de Dakar sur le financement des projets d'infrastructures en Afrique, les chefs d'État sont longuement revenus sur les barrières à lever pour permettre au continent de se développer. Création de richesses, création d'emplois sont les priorités pour améliorer la croissance sur le continent africain. On estime que combler les déficits d'infrastructures de l'Afrique permettra d'augmenter de 2% par an la croissance économique par habitant du continent et d'augmenter la productivité des entreprises de 40%. Il est crucial de stimuler l'investissement dans les infrastructures et dans d'autres domaines pour garantir la réussite du programme de transformation du continent énoncé dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Les acteurs au développement ont souligné l'importance de transformer les matières premières en des produits manufacturés sur le continent. Une industrialisation locale, source de création d'emplois pour la main-d'œuvre africaine. Mais l'industrialisation passe nécessairement par la construction d'infrastructures de qualité, aussi bien dans les domaines de l'énergie que des transports, afin d'assurer la libre circulation des biens et des personnes. This includes the creation of regional and continental energy power pools. Il est logique pour nous, d'un point de vue économique, de nous unir, de créer des réseaux énergétiques régionaux et panafricains, de sorte que les projets régionaux soient plus viables et rentables. On doit également étendre cette approche au transport pour doubler les échanges intra-africains en reliant nos capitales et nos centres économiques, tout en développant nos infrastructures portuaires et aéroportuaires pour les besoins de l'exportation vers le reste du monde. Aujourd'hui, l'Afrique dépense 4 milliards de dollars pour employer les services de 1000 experts étrangers, alors que la diaspora en compte près de 300 000 hautement qualifiés et capables de piloter les projets d'infrastructures continentales. Il convient donc désormais de permettre aux Africains d'entreprendre dans la réalisation de ces infrastructures. En Angola, la pêche artisanale sur les côtes de Mabunda connaît une baisse d'activité en cause l'éloignement des poissons des côtes, mais aussi la concurrence des navires de pêche, deux facteurs qui ont conduit à l'augmentation du prix des poissons. Reportage de notre envoyé spécial Jack Amboka. Les poissons se sont éloignés des côtes de Mabunda, une situation qui rend difficile l'activité des pêcheurs artisanaux. Mabunda, sur la côte de l'océan Atlantique à Luanda, c'est ici où l'on trouve une grande activité des pêcheurs artisanaux qui alimentent la ville de Luanda. Ici, de la vie générale, le poisson continuera à se faire rare. Nous sommes dans une période où la mer est en mouvement. À cette période, les poissons se déplacent en quête de zones plus calmes. Habituellement, nous pêchons les poissons qui sont en surface et en ce moment, c'est plus difficile. Vous pouvez constater par vous-même comment la mer est vide. C'est la carence. Nous essayons tout de même de trouver des poissons pour toutes les bourses. Avec le réchauffement climatique, les dérèglements de la nature, les ressources halieutiques s'éloignent des côtes. Une situation de carence qui rend difficile l'activité des pêcheurs. À cause du réchauffement climatique, les poissons se sont éloignés. Il y a 10 ou 15 ans, nous ne faisions pas de longues distances, juste 2 ou 3 heures, et on attrapait les poissons. Maintenant, nous devons naviguer 10 à 12 heures avant de trouver des sites poissonneux.
Les difficultés pour les pêcheurs d'attraper les poissons sont ressenties par les revendeurs et les consommateurs. Ces mamans appelées Zungera, marchandes ambulantes, éprouvent des difficultés pour l'approvisionnement. La commercialisation et la revente en deviennent d'autant plus difficiles. C'est toute la chaîne du poisson qui est ainsi affectée. Du sport, bien évidemment, avec la Coupe du Monde de football qui se poursuit avec, nous vous le rappelons, 5 pays africains dans la compétition. Et déception ce dimanche pour les Super Eagles. Le Nigeria, qui avait pourtant la faveur des pronostics, a fait match nul face à l'Iran. Déception également pour le Ghana qui, lui, s'est incliné 2-1 face aux États-Unis. On espère donc une victoire pour le continent ce lundi avec les Fennecs. Ils affrontent les Diables Rouges de la Belgique. Coup d'envoi du match, 16h, heure GMT. Et on souhaite beaucoup de chance à l'Algérie qui peut-être fera la même entrée qu'au mondial de 1982 où elle avait réussi l'exploit de battre une grande nation de football, l'Allemagne. Et c'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi.